Dimanche 22 janvier, bonjour à tous, c'est l'analyse de marché du chef William. Et oui, on est reparti, j'espère que vous avez passé une semaine dans le vert avec un Bitcoin qui a avoisiné les 23 000 dollars. Donc on a tous le sourire aujourd'hui. Et salut William, salut Maël. Maël est au ski, donc on aura peut-être une qualité un peu inférieure à d'habitude pour le son. Si jamais ça va pas, je reprendrai les actualités. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Du coup, on commence par les actualités un peu marquantes cette semaine. Alors la première, malheureusement, comme a dit Jessie, le marché est dans le vert, mais il y a un nouvel acteur, donc Genesis, qui a officiellement déclaré faillite. Donc voilà, donc l'entreprise a officiellement fait faillite. Elle devait, non, elle doit 3,4 milliards de dollars à ses différents créanciers, pardon, et notamment Gemini, donc la société des frères Winklevoss, qui arrive en tête avec 765 millions de dollars. Donc c'est quand même Une c'est belle une somme. très mauvaise, c'est une belle somme, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché, puisque pour l'instant, ça n'a pas été très perturbé, mais c'est possible que des répercussions pourraient se faire sentir un peu plus tard, puisque cette faillite pourrait avoir des répercussions plus larges sur le Bitcoin, en raison des liens entre Genesis et le gestionnaire d'actifs Grayscale. Donc, il faut savoir que Grayscale et Genesis partagent la même société mère, donc Digital Currency Group, et c'est possible qu'une liquidation de plus de 600 000 bitcoins détenus par justement le gestionnaire d'actifs Grayscale. Donc c'est un peu la mauvaise news de la semaine. Ensuite, après, on bascule sur la réglementation MiCA. Donc le vote final qui devait être fait de l'Union européenne a été repoussé au mois d'avril. Pour rappel, c'est quand même la seconde fois que le vote a été repoussé. Donc la première fois, il devait avoir lieu en novembre 2022, puis ensuite en février. Et il faut savoir que c'est pas dû à des désaccords, c'est simplement ce qu'ils appellent des problèmes techniques. Puisqu'une réglementation, la réglementation MiCA, étant donné que c'est une réglementation européenne, elle fait quasiment, je crois, 400 pages. Elle doit être traduite dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Et c'est pour ça que le projet a été repoussé quelques fois. L'élément important, ce que ça veut dire aussi, le fait que MiCA soit repoussé, c'est que l'implémentation de ce cadre réglementaire par les pays membres sera elle aussi repoussée. Puisque les institutions au sein de l'Union européenne doivent attendre le vote avant de pouvoir commencer à travailler sur l'implémentation des nouvelles règles. Donc voilà. Ensuite, il y a TwitterCoin. Donc je pense que vous l'avez vu. On peut l'appeler Oui. TwitterCoin. Du coup, donc c'est Twitter qui travaille sur un coin. Donc c'est une page de vente pour son Twitter coin. Il faut savoir qu'il y a des trophées Twitter qui sont également prévus pour récompenser les publications les plus impactantes. Elon Musk en avait déjà un peu parlé via des tweets. Donc ça commence à se concrétiser. Et il y a eu quelques enquêtes sur cette future fonctionnalité, donc ce futur coin. Et donc, première rumeur, c'est que le Twitter Coin ne sera une crypto-monnaie, mais plutôt un système de paiement interne, un peu comme ce qu'a fait Reddit avec son coin. Donc voilà. Et puis de mon côté, la dernière news qui est un peu marrante, c'est que l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson a reçu un don en crypto de 1,1 million d'euros. Donc voilà, en crypto-monnaie. Il faut savoir que Boris Johnson, c'est quand même quelqu'un qui a toujours montré son intérêt pour les crypto-monnaies. Il a fait une intervention à Singapour, je crois que c'était l'année dernière. C'était une intervention sur un événement qui avait été organisé par Blockchain Parallel Chain Lab. Son frère était consultant pour Binance jusqu'à fin 2022. Donc voilà, c'est toujours quelqu'un qui a, qui a eu un attrait pour les crypto-monnaies. Jessie, Ok. je te passe la main puisque je crois que tu voulais parler, toi, de Circle et de MakerDAO. Exactement, il y a encore une news. C'est vrai que le projet MakerDAO est un petit peu en baisse au niveau de son intérêt. Et là, il essaie de se relancer. Il y a 100 millions qui a été apporté par la société en USDC. Donc, si on regarde un petit peu la répartition, puisque MakerDAO, c'est un projet qui permet de faire des prêts et des emprunts sur la DeFi.
Et pour pouvoir faire ça, il fonctionne sur un stablecoin qui est décentralisé, qui s'appelle le DAI et qui est collatéralisé, pardon, par des crypto-monnaies. Et là, notamment, il est collatéralisé par Ethereum et USDC en majorité. Et avec cet apport de liquidité, il va passer quasiment à 70 en USDC. Ce qui est énorme, qui va peut-être favoriser un petit peu les investisseurs, puisque l'USDC, c'est un stablecoin qui est centralisé, qui dépend donc de Circle, mais MakerDAO, c'est censé être décentralisé. Donc, il y a aussi un petit peu de peur au niveau des investisseurs sur la censure et sur tout ce qui peut en découler, sur la dépendance en fait de MakerDAO et de Circle. William, je te passe la main pour ce qu'ils attendent tous, l'analyse de marché. Ouais, juste avant ça, je voulais juste faire un petit retour bref là sur le problème en ce moment des plateformes centralisées, c'est que bah, nous on le répétera, on le répète assez souvent et on le répétera encore énormément, c'est quand vous êtes en crypto, enfin, personnellement et puis ça tient aussi pour nous trois, c'est que quand vous êtes dans la crypto, c'est un petit peu en fait une philosophie un petit peu différente et c'est un monde où vous avez en fait vous détenez en fait les clés privées qui vous permettent de gérer vos fonds. Et du coup, bah forcément, vous les stockez sur des wallets qui sont décentralisés et c'est votre propre responsabilité. Maintenant, les plateformes centralisées restent quand même encore les ports d'entrée pour pour tout ce qui est fonds entrants et donc fonds sortants aussi potentiellement. Donc ça peut être, c'est forcément en fait des choses qui peuvent être un petit peu risquées. Mais ce qui est risqué, c'est de laisser en fait tous ces fonds, tous ces œufs en fait dans le même panier, donc tous ces fonds en fait sur une même plateforme centralisée, sans, sans, sans penser un petit peu aux éventuels risques qui peuvent se passer. Alors, il y a encore 2 3 ans, on parlait de grosses plateformes comme FTX qui fermeraient, ce serait complètement en fait de la folie. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est ce qui se passe avec les autres plateformes qui sont assez conséquentes et qui ferment actuellement une par une, surtout à cause en fait du bear market. Donc, faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et si maintenant vous respectez tous les critères en termes d'hygiène de navigation et que vous ne faites pas de bêtises, de conneries avec vos clés privées, ça reste quand même le meilleur moyen pour stocker vos cryptos de manière safe et au moins vous êtes sûr d'avoir le contrôle en fait de ces cryptos. Et vous êtes certain que si une plateforme fait faillite, bah, vous les aurez toujours, vous aurez toujours accès à vos clés privées parce que par définition, une plateforme centralisée, c'est elle qui gère les clés privées de vos cryptos pour vous. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais rajouter sur ça. Euh, ok, avant de passer encore à l'analyse technique, je voudrais juste vous montrer un petit outil sur Ethereum, pardon, sur CoinGecko, qu'ils ont sorti, c'est l'outil Tokenomics au niveau des différentes cryptos que vous pouvez en fait regarder, analyser. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur Ethereum, vous cliquez sur Ethereum, vous allez sur l'onglet Tokenomics et c'est génial pour étudier du coup en fait, enfin, pour voir ce qu'il propose, ce qu'il publie par rapport au Tokenomics. Alors pour rappel, la Tokenomics, c'est l'étude en fait de Répartition. l'émission des tokens, la répartition et l'émission des tokens qui a été faite initialement lors de la constitution, lors du développement du projet. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment, bah, comme tu as dit Jessie, hein, comment sont répartis en fait les tokens une fois qu'ils sont dans la nature entre guillemets, voir comment est-ce qu'ils sont verrouillés en fonction des différents protocoles, comment est-ce qu'ils sont attribués en fonction des différents investisseurs, et euh, de voir aussi en fait le temps le temps en fait comment dire la durée de blocage de ces fonds euh, en fonction des différentes phases. Mais Et ce qui permet, oui. ce qui permet aussi de voir si le jeton il passe inflationniste ou déflationniste en fonction un peu de la roadmap, puisque c'est aussi la répartition dans le temps, ou c'est vraiment juste l'allocation initiale. Ah ouais, bah oui, c'est exactement ça. Là, du coup, on peut voir en fait le TH supply ASCII2, donc le programme en fait de l'émission de l'Ethereum dans le temps. On voit que la courbe baisse forcément avec le temps le temps passé. Et plus en fait cette courbe devient plate, plus eh ben, l'émission en fait commence à stagner. Donc elle devient de moins en moins inflationniste. Et après, bon, je vais pas faire un cours avancé, un rapport avancé sur Ethereum et sur l'émission d'Ethereum. On l'a déjà fait sur le rapport Ethereum qu'on a publié cette semaine sur notre serveur Discord, où on étudiait en détail l'émission d'Ethereum
après The Merge, donc la fusion entre guillemets, traduite en français, qui s'est passée là il y a quelques mois. Et on décrit du coup précisément comment se passe l'émission d'Ethereum et comment on analyse, comment est-ce qu'on peut voir si euh, du coup ce, ce projet, enfin Ethereum, si, comment il passe inflationniste ou déflationniste en fonction des conditions du marché. Ok, passons du coup à l'analyse technique de la semaine passée, comme l'a dit Jessie. Bon, c'est pas non plus la complète euphorie, hein, faut pas non plus se. Bon, pour certains, on va dire que si vous suivez un petit peu l'actualité crypto Twitter, à lire certains crypto-influenceurs, oui, on pourrait parler d'euphorie pour certains, et c'est ce que j'aime pas trop chez de nombreux influenceurs, c'est que on crie très vite en fait à l'euphorie pour que les gens s'excitent un petit peu et qu'ils puissent toucher des rétrocommissions de la part de leur partenaire de manière un peu plus importante. Mais ça, c'est un autre sujet de discussion. Mais oui, donc pour la semaine qui est passée, alors on fait un petit peu le point ensemble. Là, on va se mettre du coup, là on est en daily, on se met en 4 heures. Et du coup, la semaine dernière, quand on était ensemble pour faire la dernière, enfin la première analyse technique ensemble sur la plateforme, on était à ce niveau-là, à cet endroit-là. Et du coup, on disait que le marché pouvait très bien un petit peu passer encore dans une phase de latéralité plus ou moins longue avant de prendre une décision soit à la baisse, soit à la hausse. Il n'a pas trop attendu, il a attendu en fait juste la semaine passée, les quelques jours, et puis après, il a décidé de prendre une décision et de repartir à la hausse pour aller chercher là, les 23 382. Euh, ouais, voilà pour ça, voilà pour le BTC, il continue sa progression. Pour l'instant, non, faut pas non plus créer de victoire trop vite, faut pas partir sur une euphorie de manière démesurée. On est quand même sur une belle progression hein, depuis. Pour toi, c'est quoi le niveau clé à partir du moment où on peut se dire qu'on est sur un marché un peu haussier, plus stable? C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que c'est toujours un petit peu compliqué de dire ça et de dire que bon là c'est bon, ça y est, on est en bull run, etc. Parce que Non, bien sûr. si maintenant on se remet sur ce qui s'est passé en fait avant, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être dans une phase en fait comme par exemple ici là, c'est-à-dire que là on est en mars 2022, le marché il refait plus 28% en fait sur 2 semaines, donc c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Et après, il vient et il dégringole en fait vers le bas et c'est la poursuite aux enfers, hein. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas faire ça à nouveau? C'est des choses qui sont possibles. Mais faut dire que avant, en amont, on était quand même dans des zones qui étaient extrêmement basses. On a retouché en fait des, euh, des niveaux de prix en fait qui étaient inférieurs au bull market en fait de 2017. Et c'est des zones qui sont enfin c'est des zones et donc des moments en fait, enfin des moments qui correspondent à des zones où les gens, les investisseurs en fait, les gens ne parlent plus de crypto, les médias ne parlent plus de crypto, ou alors vraiment très en mal, les gens ne sont plus intéressés et c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. C'est beaucoup en fait, enfin c'est quasiment que de la psychologie et je pense que c'est super important, surtout dans un marché émergent jeune comme la crypto. On doit en fait aussi analyser beaucoup en fait la psychologie des gens, de comment dire, analyser en fait la psychologie en fait de la majorité en fait des investisseurs et de voir un petit peu comment est-ce qu'ils se comportent et puis aussi de réagir en fonction. C'est là à ce moment-là forcément ou alors à ce moment-là ici forcément vous aurez du coup tout le monde qui va crier en fait à l'euphorie, qui vont dire ouais le Bitcoin c'est le meilleur investissement de ma vie et puis c'est parti, faut mettre le PL et cramer du coup l'héritage là-dedans. Mais, ouais, mais non, ça marche pas comme ça, hein. C'est les plus mauvaises décisions qu'on peut faire. De, la plus mauvaise décision que vous pouvez faire, c'est de sortir de votre plan d'investissement et de suivre en fait les conseils, la vie, l'opinion de personnes qui n'ont pas forcément votre portefeuille, qui n'ont, enfin, voilà, c'est vraiment des mauvaises décisions à prendre. Mais de toute façon, on fera des lives un peu plus spécifiques sur tout ça,
préparer un live sur la psychologie qui peut être vraiment extrêmement intéressant pour vous, surtout si vous débutez là-dedans, si vous débutez dans l'investissement, si vous avez déjà un petit peu d'expérience, vous savez comment ça marche, et vous savez que dans ces phases-là, il faut aussi faire, voilà, faut rester quand même prudent, et il faut pas non plus maintenant se dire, bah voilà, le BTC il a pris là plus 40% depuis le début de l'année, c'est parti, je all in, hein. Je mets tout ce que j'ai, tous mes avoirs là maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc là, Maintenant, pour résumer, dis-moi. c'est quand même une belle augmentation au niveau des marchés. Et la question, c'est est-ce que ça reste un bon moment pour rentrer sans forcément rentrer à 100%, puisque c'est aussi important de diluer son risque et parfois de rentrer avec un certain pourcentage du bac qu'on voulait allouer. Si maintenant on a prévu d'investir dans le Bitcoin une certaine somme, on peut très bien rentrer à 10, 15, 20% et se dire que là, on est sur une phase ascendante et pouvoir se sécuriser sur une potentielle baisse. Par rapport à, ouais, comme tu dis, par rapport au cours sur la psychologie en fait de l'investisseur, on mettra aussi des courbes là-dedans en fait qui vont montrer des courbes un peu spécifiques qui vont montrer en fait le le pourcentage de gain en fonction du prix du Bitcoin. Donc par exemple, si le Bitcoin maintenant demain il est à 50 000, forcément vous aurez un pourcentage de gens qui sera en gain de manière supérieure que actuellement à 23 000, ce qui est logique. Et c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à analyser, que pas beaucoup de... Voilà, c'est pas très commun. Et il y a plein de données comme ça qui sont vraiment très pertinentes et que vous pouvez en fait inclure dans votre réflexion pour poser votre investissement. Mais comme tu as dit, du coup, Jessie, ouais, c'est là maintenant, si vous voulez rentrer maintenant à ce moment-là, entre 20 et 22 000, on reste toujours sur des zones qui sont quand même extrêmement basses par rapport à ce qui s'est passé en 2021, en 2020-2021, surtout 2021, pardon. Euh, et on est sur un potentiel du coup en fait fois 3 par rapport à l'ancien plus haut. Après, comme dit, on n'est jamais à l'abri en fait d'une rechute du marché. On ne peut pas savoir ce qui va se passer en fait dans le contexte mondial actuellement. Et on pourrait très bien aussi voir le Bitcoin rebaisser encore une dernière fois pour punir un petit peu toutes les personnes qui sont un petit peu trop euphoriques et, euh, et pour remettre un petit peu les compteurs à Et, zéro. Même si et je... on rappelle, Oui, excuse-moi, on rappelle bien que tout le monde est responsable de ses investissements et que là, on fait aucun conseil. On est plutôt sur une discussion ouverte. oui, exactement. Ouais, on va jamais vous conseiller en fait de rentrer ou de sortir du marché. C'est pas notre propos. C'est pas notre propos. Et puis on veut juste en fait vous donner un point un petit peu technique sur le marché, sur ce qu'on en pense. Mais ça s'arrête là. Euh, voilà pour ça. En tout cas, une belle hausse comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Et puis, faut rester prudent par rapport à ça. On va faire un petit tour sur d'autres cryptos. On peut faire un tour sur Ethereum qui reste assez similaire à ce qu'on peut voir par rapport au BTC, même si la deuxième phase est un petit peu moins poussive que le BTC. Et ça se remarque du coup sur le graphique ETH par BTC. Donc là, on est sur un graphique en fait, qui compare du coup le prix de l'Ethereum par rapport au prix du Bitcoin. Et là, on remarque du coup sur les dernières heures, depuis vendredi notamment, on est en baisse, ce qui veut dire que du coup, en fait, l'Ethereum a moins performé par rapport au Bitcoin, tout simplement. Et ça se remarque là sur le graphique, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez un petit peu la configuration dans laquelle il est. Le BTC, il est monté un petit peu plus haut avec notamment cette poussée qui est un peu plus importante sur BTC que sur Ethereum, ce qui montre que forcément le TH BTC est passé un petit peu vers le bas. Voilà pour ça, on va pas s'attarder sur le TH BTC. On peut faire un petit tour du côté de Atom. C'est un peu notre chouchou, mais encore une fois, pas de conseil en investissement. Atom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Cosmos, c'est un projet d'interopérabilité, ce qu'on appelle Layer 0, couche 0, qui permet un petit peu de rendre en fait intercompatibles toutes les blockchains de type Layer 1 ensemble entre elles qui ont décidé en fait de construire sur ce réseau. C'est un projet extrêmement intéressant à étudier et à analyser. On a un rapport qui est en cours d'écriture et qui va être sûrement publié peut-être soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines si je dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà pour ça. Et en tout cas, Atom, c'est considéré du coup comme ce qu'on appelle un altcoin. Alors pour rappel, un altcoin, c'est toutes les cryptos hors BTC,
plus ou moins hors Ethereum. Donc Ethereum, ça dépend, certains vont le considérer comme un altcoin, d'autres non, parce qu'il a une très forte capitalisation qui l'exclut un petit peu de cette dénomination. Et du coup, Atom, bah, c'est un altcoin qu'on peut étudier comme tel. Et on remarque que les altcoins qui performent bien, bon, bah forcément, en fait, quand le BTC descend, un altcoin va prendre beaucoup plus cher que le BTC. Ça, c'est évident. Là, vous avez du coup, en fait, entre le plus haut et le plus bas, le dernier plus haut et le dernier plus bas pour Atom, on est à moins 87%. Euh, moins 87%. Pour le BTC, on était à moins 76%. Donc, il descend plus bas, mais par contre, comme c'est un altcoin avec une plus petite capitalisation, il remonte aussi plus haut et plus haut et plus fort en fait agressivement. C'est-à-dire que là, entre le plus bas du coup de cette année, sur le BTC on est je crois à plus 40% il me semble, là on est déjà à plus 64, plus 65. Donc ça peut faire partie de stratégie d'investissement, c'est-à-dire que si maintenant vous voulez un panier un petit peu, comment dire, un panier en fait, un panier plus ou moins risqué, vous allez du coup en fait déplacer le curseur entre le pourcentage de votre portefeuille en Bitcoin, en Ethereum et puis en altcoin. Plus vous allez mettre dans les altcoins, plus vous allez avoir un portefeuille risqué qui va subir forcément une variation, une volatilité importante en fonction du contexte de marché. Et plus vous avez du BTC, Ethereum, et moins vous aurez de volatilité. Après, quand on dit moins, ça reste relatif. Ça reste vraiment très propre au marché crypto. Si on compare encore aux autres marchés classiques, conventionnels bref, Les comme les marchés classiques, bah vous aurez du coup stocks. des. Oui, voilà, par exemple, vous aurez vous aurez forcément des variations qui seront beaucoup plus importantes dans la crypto. Mais voilà, dans, dans un portefeuille mixte crypto, on peut faire du coup varier ce curseur pour avoir plus ou moins d'appétence au risque et donc être plus ou moins en fait soumis à la volatilité du marché. Euh, ok, voilà pour ça, voilà pour Atom. Donc bon, comme on dit, un plus 63% pour lui par rapport à son donné plus haut. Et puis après, bon, ça dépend des cryptos. Là, on peut. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Après, au niveau Ah, du projet Atom, quand tu regardes la courbe, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la montée, elle est assez saine et pas brutale. Tu sais, parfois, tu as des projets qui montent de manière assez agressive, avec de l'imbalance assez fort, alors que là, on voit vraiment une poussée ouais. sur les derniers mois. Ouais, sur les derniers mois, en fait, on voit que Atom consolide bien. En fait, il y a pas de. Moi, là, effectivement, il y a la grosse baisse en fait de novembre 2002 qui est un petit peu propre un petit peu à tout le monde, mais on va dire que pour l'instant, il n'y a pas de grosse poussée importante et sa montée en fait se fait de manière assez posée, assez calme et assez saine, comme tu dis, effectivement. Par exemple, quand on voit en fait des poussées comme ici, avec deux grosses bougies vertes sans aucune correction derrière, c'est-à-dire que le projet là il prend 233%, 230% en 2 semaines sans aucune correction. En plus avec des bougies pleines, c'est moi j'aime pas trop. Je préfère qu'au début il consolide et puis il monte de manière saine comme ça, et que après sur les derniers instants entre guillemets, il nous fasse clairement en fait vraiment une dinguerie en termes de prix avec une grosse bougie et puis on essaye de vendre du coup au plus haut. C'est ce que idéalement en fait il faudrait faire. En pratique, c'est plus compliqué. Mais voilà, comme tu dis, JC, c'est vrai que la montée est beaucoup plus. Maintenant, si on peut prendre un exemple autre comme la Engine Coin, hop, alors, ouais, là par exemple, là vous avez vu du coup, bon là on se met en 1 heure du coup, on analyse ça en 1 heure, et là on voit en fait deux grosses bougies en 1 heure qui ont pris plus 30%. Ça peut faire référence à une nouvelle, ça peut être tout simplement en fait un gros portefeuille qui a lâché le gros bouton achat sur la seule plateforme et qui a pris du coup en fait tout le carnet d'autres pour lui, et qui a fait que du coup le prix s'est envolé très rapidement en très peu de temps. Mais voilà, il y a des projets comme ça qui, qui- qui ont, qui ont forcément, enfin des altcoins qui ont moins de capitalisation que le Bitcoin et qui vont forcément en fait prendre plus dans des contextes haussiers et qui vont aussi se cracher de manière beaucoup plus sévère dans des phases baissières. Donc ça va vraiment dans les deux sens, donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Là, Injective Protocol, qui est
un gros protocole en fait de trading décentralisé et qui nous montre vraiment des choses vraiment très agressives vers le haut. Des belles choses, oui, bien sûr, dans un certain point de vue, mais c'est pas comme Atom, où Atom, on a une montée qui est quand même beaucoup plus saine. Là, Injective Protocol, c'est quand même très très vertical, et quand c'est très vertical, en général, ça a tendance à corriger de manière aussi assez verticale, assez rapidement. Donc C'est moins drôle. ça, c'est moins drôle et faire attention par rapport à ça. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire un tour sur le stock, c'est juste pour un petit peu comparer ce qui s'est passé à côté. Et Donc, t'en penses quoi dis-moi. du... Excuse-moi, je te coupe, t'en penses quoi du DOT? Parce que c'est vrai que c'est aussi un peu pas le concurrent, mais ils sont un peu dans le même domaine que Atom. Et à ce qui paraît, là, les développeurs, ils construisent quand même pas mal. Et là, il a aussi pris une grosse montée. Donc, je sais pas comment tu trouves sa courbe actuelle. Bah, après, sa cours actuelle, c'est que là, on dézoome en fait sur le graphique. C'est comme toutes les cryptos, hein, c'est qu'on est sur des zones de plus bas en fait où il y a énormément de gens qui ont capitalisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui sont rentrées dans les projets ici. Ici, ou alors ici, lorsque vous avez en fait les phases de forêt complète, où les gens peuvent très bien se dire, bah là, la crypto, elle a pris 300% sur ces dernières semaines, elle va encore prendre x2, x3, elle va percer encore plus le plafond. Enfin non, c'est juste, c'est pas ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Et il y a un nombre d'investisseurs, enfin, c'est même pas forcément d'investisseurs, c'est juste des spectateurs, des parieurs, et qui sont rentrés en fait dans des projets dans ces zones-là et qui étaient énormes et qui ont forcément, mais forcément vendu, capitulé sur toute la baisse, ce qui est normal, ce qui est logique. Si on prend par exemple juste en fait à ce niveau-là un point à 35, là on est sur du moins 86%, moins 87%, c'est Ça, absolument énorme. ça pique. Ça pique et les gens ils sont pas prêts à ça. Quand les gens ils sont rentrés dans des phases d'euphorie, c'est 99,9% des gens ne sont pas prêts à voir leur portefeuille en fait prendre moins 90% en fait en quelques mois. Si tant est ils sont restés. Mais bon, en général, ce qui se passe, c'est que bah, ils vont vendre avant, ou alors, bon, il y a plein de possibilités en fait en fonction de la personnalité et de la psychologie de chacun. Mais quand on se trouve à ce niveau-là, et qu'on voit en fait trois petites bougies vertes, pour moi, c'est soit en fait on va continuer en latéralité et puis on va continuer en fait un petit peu à faire ça sur les prochaines semaines, prochains mois, en attendant de voir un petit peu l'évolution du contexte mondial. Soit on peut être éventuellement aux prémices, au début d'une remontée plus importante dans les prochaines semaines, éventuellement pourquoi pas. Et après l'autre possibilité c'est comme ce que je vous disais avant avec le BTC, hein, avec le Bitcoin, c'est qu'on peut très bien en fait voir un plus 30-40% sur 2 semaines et après ça recrache derrière pour remettre encore à zéro encore plus un petit peu tout le monde. Après j'ai un peu plus de mal avec cette dernière possibilité parce que on est quand même déjà sur des plus bas historiques et ben très logiquement, quand vous êtes sur un plus bas, c'est-à-dire que bah, tous ceux qui étaient présents ou qui sont rentrés en fait de manière dans l'euphorie en fait du marché, bah ils sont partis. Ils sont partis, ils sont plus là. Et donc on a déjà remis en fait les compteurs à zéro et là on est reparti pour une hausse. Je sais pas, hein, c'est juste mon avis, c'est mon sentiment, c'est ce que j'essaie de penser de manière rationnelle. Euh, Après, on peut très bien assister à des régulations, des mesures beaucoup plus coercitives, beaucoup plus strictes, voire même un contexte qui va être très catastrophique pour la crypto en 2023. Et on pourrait du coup voir des prix en fait du BTC rechuter à des niveaux en fait comme on n'a pas vu depuis 2020 ou 2019. Peut-être, pourquoi pas, c'est une possibilité. Il faut garder ce genre de possibilité en tête et il faut agir en conséquence par rapport à ces décisions d'investissement. Donc, en gros, là, quand tu parles au niveau des plus bas, si on descend en dessous, c'est vraiment inquiétant parce que c'est des gens qui sont sortis, mais qui ont déjà un minimum de connaissances. Et on est moins sur un marché avec des gens qui ont peu de connaissances. Ouais, C'est après, quoi j'arrive pas à faire de généralité comme ça parce que tu peux très bien en fait avoir quelqu'un qui a acheté en fait à ce niveau-là
et qui n'a pas retouché en fait son portefeuille depuis cette baisse et Mhm. qui est encore présent à ce moment-là et qui va pas forcément faire quelque chose avec son portefeuille. Donc il y a vraiment plein de cas différents et on peut pas trop discuter par rapport à ça. Maintenant, on peut Ok. discuter par rapport à la psychologie, ça c'est évident, mais au cas par cas, non, c'est compliqué. Bon, voilà pour ça, je sais pas si vous voulez encore voir quelque chose, les Maël, ou si on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal pour cette semaine, pas mal de notions un petit peu nouvelles. Je voulais vous parler aussi comme on a parlé hein, des altcoins, je voulais vous introduire un petit peu la notion de alt season, mais on en parlera dimanche prochain si j'oublie pas. J'y penserai, t'inquiète pas. Voilà. Bon, voilà pour ça, voilà pour ce petit live ce soir. On vous remercie de De voir nous nos avoir lives, écoutés. de nous avoir écoutés, et puis on se dit à très vite. Plein de Bonne bisous, soirée à tout le passez une monde. bonne semaine et à très vite. Ciao, ciao, bisous.